Je vous laisse vous présenter plus précisément. Hein. Eh oui. Je suis pas sûr que je fasse un tabac ce soir. Je suis pas sûr que je sois sur le même sujet, dans tous les cas, dans la même vision que vous par rapport à ça. Non, mais enfin, voilà, c'est déjà ça. J'ai noté que M. Morel, en fait, connaissait mon discours déjà, donc au moins quand on le lit, c'est entendu. Maintenant, il faut qu'on le mette en pratique. Bien, je vais juste vous lire une citation et je vous dirai qui l'a signée après. C'est assez intéressant. Lorsque les ouvriers accusent les patrons d'être des jouisseurs qui veulent gagner de l'argent pour s'amuser, ils ne comprennent pas bien l'âme patronale. Les patrons sont heureux quand ils font un bel inventaire. Ils se disent que leur peine ardente n'est pas perdue, qu'il y a un résultat positif et palpable. Non, en vérité, le patronat tel que la société actuelle le produit n'est pas une condition enviable. Ce n'est pas avec des sentiments de colère ou de convoitise que les hommes devraient se regarder, mais avec une sorte de pitié réciproque qui serait peut-être le prélude à la justice. C'est Jean Jaurès. Voilà. Juste pour... ça surprend, je suis assez d'accord. Concrètement, je vous avais dit en présentant le thème tout à l'heure que c'était une proposition prioritaire. J'en suis pas sûr dans les temps actuels, mais peut-être avez-vous raison. Dans tous les cas, je trouve intéressant, et ça a été dit par l'ensemble des interlocuteurs, ce qui est important, c'est le débat. On peut tous avoir des idées sur le sujet et autres. Vous avez donné un chiffre qui est effroyable, qui est celui de gens qui sont au chômage. Et rien que pour ça, rien que pour eux, on doit avoir en fait l'obligation de travailler et de voir ensemble ce qu'on peut faire. Vous avez dit une chose qui était vraie, que je partage complètement, c'est que les lois sont plutôt faites aujourd'hui pour ceux qui travaillent que ceux qui ne travaillent pas. Et c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut qu'ensemble, l'ensemble des partenaires sociaux, des politiques et du monde économique en général, on travaille et on réfléchisse. Je ne peux pas entendre que lorsque dans votre devoir de philo, je crois qu'on n'aurait pas eu les mêmes copies, dans votre devoir de philo, vous assimiliez le travail à la pénibilité. Non, le travail n'est pas forcément pénible. Il y a des gens qui ont plaisir à faire un job, il y a des gens qui ont plaisir d'aller le matin en fin de bosser. Il y a des boulots qui sont vraiment pénibles, c'est vrai, et là-dessus, il y a des textes de loi qui vont permettre de l'encadrer. Attention simplement aux régimes spéciaux. J'aimerais aussi simplement qu'on soit objectif. J'aimerais qu'on n'oppose pas forcément le privé au public. Et aujourd'hui, il y a peut-être aussi dans le débat ce point-là qui est en train de travailler. Ce que veut vivre le public n'est pas forcément ce que vit aujourd'hui le privé réciproquement. Bien, sur le temps de travail et la réduction du temps de travail, donc est-ce que c'est la solution? Je ne crois pas, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de regarder un peu la situation. Le système des 35 heures d'abord a permis quoi? A permis en fait aux entreprises de vérifier ce que faisaient réellement leurs salariés. On a découpé, déchiqueté, on a regardé un peu ce que chacun faisait, on s'est rendu compte qu'il arrivait dans le vestiaire, qu'il commençait à se déshabiller, à faire ci, à faire ça, et que tout ça, ça rentrait dans le temps de travail. Donc on a commencé à décomposer comme ça. Le système de la loi Aubry, s'est passé quoi? Le système de la loi Aubry a montré que c'était 39 heures qui en fait se traduisait par 35 heures travaillées, payées 39. Ça a été 11% d'augmentation en fait de salaire et de coûts pour les entreprises, ce qui fait que les salaires ont été gelés pendant globalement plus de 3 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution, mais dans tous les cas, c'est la réalité. Le temps de travail aujourd'hui doit être d'abord un temps de travail choisi. Quand on fait le comparatif avec l'Allemagne notamment, c'est vrai, il y a beaucoup de temps partiel, mais le système est complètement différent. Et puis, si c'est 35 heures, donc je vous l'ai dit, c'est 35 heures, dans ce cas-là, payé 35. Quand c'est 32 heures, c'est 32 heures payé 32. Ça veut dire que lorsqu'une collectivité publique, un conseil général, paye ses salariés 35 heures et qu'il s'aperçoit qu'ils ne font que 32 heures, j'ai compris que vous alliez donc veiller à ce que chacun fasse réellement 32 heures pour que les 3 heures supplémentaires permettent à des gens d'être embauchés. Sans un surcoût pour la collectivité locale, évidemment, et nos impôts par derrière. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui on a un souci pratique. Moi je trouve aberrant que pour réduire le temps de travail, il faille aujourd'hui rajouter la fiscalité. On donne de la fiscalité pour permettre aux entreprises de réduire le temps de travail et donc alléger entre guillemets le coût, et que derrière on redonne également de l'argent par rapport en fait à ceux qui étaient à 35 heures, passent à 39 heures. Bref, ça coûte très cher à la collectivité cette histoire. On paye deux fois. On paye 2 fois. Et ça me pose moi un vrai problème. Et puis tout ça, c'est une perte de compétitivité. Je ne vais pas rester sur ce rayon-là parce que autrement on va passer toute la soirée. Mais évidemment, le point de la compétitivité, le temps de travail des salariés est fondamental par rapport en fait, à un système qui n'est pas franco-français, mais qui est aujourd'hui dans une logique mondiale et qui n'est plus du tout en fait dans un système franco-français. Ce qui était vrai il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ne l'est vraiment plus aujourd'hui. Dernier point en fait là-dessus, parce qu'il faut aussi qu'on parle du chômage, c'est que on me dit c'était génial les 35 heures, la loi Aubry, tout ça, personne n'y a vraiment compris, mais vraiment aujourd'hui ça a créé 2 millions d'emplois. Je constate simplement une chose, c'est que nos voisins européens ne l'ont pas appliqué. Si c'était génial, ils n'avaient qu'à le faire.
Je n'ai pas entendu un seul syndicat de salariés aujourd'hui européen demander en fait la réduction du temps de travail. Vous me citiez tout à l'heure IG Metall. J'ai vu le patron d'IG Metall il n'y a pas très longtemps à Munich. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il ne m'a pas parlé de réduction du temps de travail, il m'a parlé de compétitivité. Venant de la part d'un syndicaliste, je dois retourner, je dois vous dire que j'ai rêvé en fait que les syndicalistes français aient le même vocabulaire. C'est en allemand, je vous le reconnais, mais compétitivité, ça se dit pareil en fait en allemand comme en français. Si on pouvait travailler là-dessus, ce serait vraiment génial. Et puis le chômage dans tout ça. Alors le chômage, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les salariés évitent de passer en fait à la case Pôle emploi? Ça commence déjà comme ça. Alors là-dessus, et je traiterai l'autre sujet évidemment, là-dessus, je suis un défenseur ardent de la formation. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai été pendant un certain nombre d'années président du CNAM, Conservatoire national d'art et métiers, en Bretagne. Je crois vraiment à la formation des salariés, je crois vraiment à la formation continue, et je suis admiratif de tous ceux qui, après leur boulot, font un travail extraordinaire pour pouvoir en fait avoir des diplômes et bosser après. Ces gens-là doivent être méritants, on doit les aider et les accompagner. Et moi, je rêve d'une chose, c'est que sur l'accord de formation, et Véronique Faucheur l'a dit à juste titre tout à l'heure, notre rôle tous, c'est qu'on veille à ce que dans le temps de travail, si on doit réduire le temps de travail, ben c'est que le reste du temps, ce fameux temps en question, on puisse le permettre à la formation, que nos salariés en fait se forment, parce que quand on arrive dans des situations comme chez nous, où les gens n'ont aucune qualification, et on s'arrache tous les cheveux pour pouvoir trouver une solution pour ces gens-là qui en fait sont à un niveau mais zéro, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui n'ont aucune qualification? Et c'est pas le jour où la société se casse la figure qu'il faut y penser. Et bien c'est cette formation-là sur laquelle il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille dans toutes les sociétés de France et de Navarre pour qu'on puisse avancer. Donc je crois vraiment à la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, ça a été dit, je crois à l'expérimentation sur un territoire. Contrairement à ce que vous pouvez voir dans les médias, les partenaires sociaux parfois arrivent à discuter. Loïc Morel l'a dit tout à l'heure, il y a 50 ans, 60 ans, on a signé un accord avec la CGT, comme quoi tout peut arriver. Et on a en fait signé un accord il n'y a pas très longtemps sur l'ouverture et la fermeture des magasins le dimanche, et même la CGT était signataire avec le patronat. Il y a des choses qui se passent sur ce territoire. On a des interlocuteurs en fait d'exception qui sortent et qui arrivent à laisser en fait dans le couloir leurs dogmes, et on arrive à discuter. Parfois on s'arrache un peu les cheveux, M. Morel, mais globalement on arrive peut-être un peu à discuter. Nous avons fait avec la CFDT une action extraordinaire sur Fougères Vitré, où on travaille sur la sécurisation des parcours. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les salariés, un, connaissent leurs droits, et deux, aujourd'hui, pensent à leur avenir? Ça me paraît fondamental, on l'a fait sur Fougères Vitré, il faut qu'on le fasse sur d'autres territoires, n'est-ce pas Franck Pichot? Mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'on a en fait une réflexion globale à avoir. Eh bien, je continue sur Franck. Oui, on a participé à son action sur Pipriac, Montpipriac, et sur le territoire de Redon. Je suis très fier de ce qu'il a fait, et on va s'y impliquer beaucoup plus. Voilà des choses extraordinaires sur lesquelles il faut qu'on se batte, et qu'on arrête de dire Yaka, Faucon et tout. Concrètement, on sort des histoires, des débats, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il y a des gens qui attendent tous les jours en fait, d'avoir une lettre, d'avoir en fait une réponse de leur employeur, d'une demande qu'ils ont faite. Vous avez raison, beaucoup d'employeurs, quand ils reçoivent des tonnes de demandes, en fait, des CV, des demandes en fait, pour bosser, ils ne répondent pas, c'est inacceptable. Parce qu'il y a des gens derrière qui attendent. Mais on en reçoit des tonnes, des tonnes. Bref, c'est d'abord vis-à-vis de ces gens-là qu'il faut en fait avoir la courtoisie de leur répondre et de trouver ensemble des vraies solutions, plutôt passer notre temps à faire des débats et au final ne pas avoir des choses concrètes. Moi j'y crois vraiment, et sur ce territoire on a cette capacité-là. Et puis donc, que faire aussi pour ceux qui sont au chômage? D'abord, arrêter de leur faire croire que les entreprises les attendent. Deuxième élément, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le système, c'est la mobilité. Je me suis un peu battu contre Pôle emploi qui dit, attendez, bougez pas, moi, au-delà de 5 km, le gars, il est hors de question qu'il fasse le stage ici, la formation là. Ben non, je suis désolé. On vit dans une société aujourd'hui, il va falloir bouger. Et si on n'est pas prêt à bouger, ben on restera malheureusement en fait, dans la case Pôle emploi. Deuxième élément, il faut avoir probablement une réflexion sur à la fois les jeunes. On ne peut plus dire aux jeunes aujourd'hui, vous êtes de toute façon trop jeune, vous n'avez pas assez d'expérience, et donc je ne veux pas de vous. C'est inacceptable. Et là aussi, sur ce point-là, il faut qu'on travaille vraiment. On a tous été jeunes, on a tous été diplômés ou pas diplômés, mais on a tous le droit de travailler. Et donc le fait de dire j'ai pas d'expérience, c'est pas acceptable. Alors, j'en rejoins également ce qu'a dit Véronique Faucheur tout à l'heure, c'est une vraie réflexion que chacun doit avoir, c'est que le système des jeunes aujourd'hui est complètement différent. L'approche du travail d'un jeune est totalement différente. Beaucoup d'industriels et d'entreprises ont cru que les jeunes allaient se faire, comme les générations précédentes, à un système. Cette génération aujourd'hui est en train de montrer le contraire. Et ce sont les entreprises qui sont en train de changer, de s'adapter. Vous voyez l'iPhone.
Au fait, aujourd'hui, combien d'entreprises disent « Attendez, moi l'iPhone, l'Internet et tout à vocation privée, c'est hors de question ». Eh bien, ces gens-là, ces entreprises-là ne sont plus dans la capacité aujourd'hui d'avoir les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes en question ont un système, ils vivent dans l'Internet, ils vivent dans le numérique, ils ont un système avec un lien avec le travail qui est complètement différent par rapport à la génération que je représente et par rapport aux générations d'avant. Et donc, les entreprises d'aujourd'hui croyaient pouvoir leur faire avaler un certain nombre de choses. C'est terminé. Et ce sont ces gens-là qui vont nous remettre en cause. Moi aussi, je suis trop long, d'accord. Et on est donc dans une phase aujourd'hui où ce temps de travail-là, c'est eux qui vont nous l'imposer. Et c'est pas nous qui allons le faire. Et puis, il y a aussi un mot pour les plus de 50 ans, et je finis là-dessus. Vous savez, en fait, il y a une mentalité dans les entreprises qui fait que tout le monde portait, en fait, dans l'esprit de chacun, à 55 ans. Quelqu'un qui a 50 ans, c'est globalement quelqu'un qui, dans 5 ans, est parti. Quand il vous reste 5 ans à faire, vous n'êtes pas motivé. Il y a juste un point de détail, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus 55 ans, c'est pas 60 ans, c'est un peu plus, je suis désolé, mais malheureusement, la tendance ira vers un rallongement, ou alors le système explosera. Et quelqu'un qui a 50 ans, c'est quelqu'un qui a encore 15 ans, 10 ans à faire dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il faut que la mentalité des entreprises change par rapport à ça. Nous devons continuer à investir dans des gens qui ont plus de 50 ans, et surtout quand ils sont en fait dans la case Pôle emploi. Merci. Effectivement, ce sont les chefs d'entreprise qui ont la main pour les plus de 50 ans, puisqu'on sait très bien que la vie professionnelle, elle va entre 30 et 50 aujourd'hui, et que c'est très difficile d'aller au-delà. Deux autres, favoriser la formation, et puis surtout, dans votre propos, les jeunes qui, enfin, on est sur une bascule de génération aujourd'hui, avec des jeunes qui ont une autre vision du travail, une autre approche du travail, un autre sentiment vis-à-vis du travail, et pour qui travailler, c'est plus nécessairement, justement, avec une durée. Voilà pour le propos. On passe la parole à Pierre Laroutourou. Bonsoir. Ça marche, oui. Bonsoir. Merci au groupe de Nouvelle Donne d'avoir organisé ce débat. Merci à tous d'être si nombreux. Et on voit effectivement qu'on est dans un pays où on peut débattre. Si on arrive en disant, moi j'ai raison, et avec le 49.3, vous allez vous mettre à genoux, je pense qu'on est dans un pays, en Bretagne en particulier, mais où on a tous envie de trouver des solutions efficaces. Le sujet de ce soir, c'est le temps de travail, donc je vais essentiellement me centrer là-dessus, mais personne ne pense que c'est la baguette magique. Voilà, les questions de formation sont évidemment fondamentales, voilà, il n'y a pas de baguette magique, mais je pense, comme disait Guillaume tout à l'heure, qu'il y a actuellement un consensus. En gros, tout le monde nous dit que si on veut être sérieux, si on veut être moderne, il faut travailler plus. Et je pense que ça fait 30 ans qu'on nous dit ça, et qu'il y a une bataille culturelle à mener. Si on veut faire bouger les choses, il faut être capable de relancer sereinement le débat, non pas des mesures imposées. Donc je suis arrivé, comme quand vous lisez Alternative économique, il y a des graphiques qui nous aident à comprendre. Quand vous écoutez François Langlais qui vous dit qu'il n'y a pas d'autre politique possible, il y a des graphiques pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc je pense que pour gagner la bataille culturelle, il faut qu'on ait peut-être des outils. Pas la peine d'insister sur la gravité de la situation, plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, si on est si nombreux ce soir, plus de 6 millions d'inscrits, sans compter tous ceux et celles qui tombent en fin de droit. Tous les mois, il y a 100 000 ou 200 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles arrivent en fin de droit. Donc on voit bien que le chômage est en train de tout casser. C'est vraiment, moi j'étais frappé il y a un an, j'ai rencontré un chercheur de l'INSERM, parce que certaines personnes, c'est pas le cas ici, ont tendance à banaliser la question du chômage. On a tous les moyens communiqués qui disent que le chômage a augmenté de 0,2%, et l'INSERM a suivi la population française pendant 7 ans. Il dit que chaque année, c'est entre 10 000 et 20 000 personnes qui meurent. Donc, il y a tous ceux qui ont une vie de galère, il y a tous ceux qui ont une vie avec 500 € par mois, comment est-ce qu'on arrive à vivre dignement, il y a tous ceux et celles qui arrivent au bout du rouleau, jusqu'à la mort. Donc je pense qu'il faudrait arriver à provoquer un sursaut dans ce pays, plutôt que de donner l'impression qu'on se résigne. Et à ce niveau-là, c'est une question fondamentale pour Nouvelle Donne, on est tous concernés. Parce qu'il y a des gens dans notre pays qui passent leur temps à nous opposer, en disant que d'un côté, il y a ceux qui se lèvent tôt le matin, qui sont courageux, et de l'autre côté, il y a les assistés. Il y a ceux qui veulent nous diviser entre le public et le privé, entre les jeunes et les vieux, entre les patrons de PME et le service public. Et je pense que c'est fondamental de dire qu'on est tous concernés, qu'on est tous, d'un point de vue philosophique, intellectuel, anthropologique, spirituel, on est tous de la même humanité, et même du point de vue bêtement économique, quand il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, on est tous tirés vers en bas. Les chefs d'entreprise se disent, voilà, 6 millions de chômeurs, c'est évidemment des gens qui consomment moins, c'est basique. L'autre jour, je voyais une femme qui était au chômage, je lui disais, est-ce que tu veux qu'on prenne un café? Elle n'osait pas me demander si c'était bien moi qui allais payer le café. Quand vous vivez avec le RSA à 520 € par mois, n'importe quelle dépense devient un luxe. Et à ce niveau-là, tout le monde, même ceux qui sont en CDI dans une entreprise, sont tirés vers en bas. Cette courbe, c'est une courbe de l'OCDE qui montre comment la part des salaires dans tous les pays occidentaux a évolué depuis 30 ans. Parce que ce n'est pas le cas peut-être partout en Bretagne, mais il y a beaucoup d'entreprises où la négociation sur les salaires, c'est écoute, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Parce que quand il y a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, qui sait qui peut exiger une augmentation de salaire?
C'est vrai sur les salaires, c'est vrai sur les conditions de travail. On parle des problèmes de burn-out, de maladies professionnelles. Il ne s'agit pas de généraliser, de faire d'isola, mais quand même, la courbe de l'OCDE. Alors on va nous dire qu'on est moins compétitif, que la France a un problème de compétitivité. C'est vrai, mais il faut finir la phrase. On a un problème de compétitivité par rapport aux pays où c'est pire. L'Allemagne ou le Japon, où on a encore plus baissé la part des salaires. Mais si vous regardez la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble des pays occidentaux. On ne voit pas si c'est la France, l'Allemagne ou le Japon. Globalement, ce qui allait au salaire et caisse de sécu et caisse de retraite, et puis aussi les ressources de l'État, comme la première ressource de l'État, c'est des impôts sur les salaires ou sur la TVA, c'était 67% du PIB qui allait aux salariés il y a 30 ans, 67% du PIB, et puis la peur du chômage est dans toutes les têtes. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Quel est le patron de PME qui peut augmenter les salaires si le concurrent ne l'a pas fait? Et globalement, ça tombe à 57%. Ce sont des sommes considérables. Dans le premier livre qu'avait fait Thomas Piketty avant d'être célèbre, en 2003, Thomas montrait que la dernière fois qu'il y avait une grande réforme fiscale de gauche, c'est quand Pierre Mauroy arrive à Matignon et qu'après des mois et des mois d'engueulade au Parlement, on arrive à faire basculer 0,3% du PIB en plus pour les salariés, 0,3%. Et depuis, sans aucun mot, sans aucun débat à l'Assemblée, le recul est 30 fois plus important. C'est 10 points du PIB qui ont... Voilà. Alors, ça mérite tout un débat, mais on voit bien qu'on est tous... Et quand on nous explique qu'il suffirait de faire pareil, Guillaume a fait un livre passionnant sur le modèle allemand et les limites, ce qu'il y a de bien et les limites, mais quand on nous dit, vous inquiétez pas, pourquoi vous compliquez la vie, il suffit de faire comme en Allemagne. En Allemagne, il y a des choses très bien. L'égalité entre les territoires ou la formation professionnelle, il y a des choses très bien en Allemagne, mais ce qu'on veut absolument nous vendre, les réformes Hartz IV, c'est quand même essentiellement de la précarité. Vous voyez cette courbe qui était dans les Échos, aujourd'hui, si on continue, c'est 30% des salariés allemands, 30% qui ont des petits boulots. Alors on nous dit parfois que c'est mieux que rien. Il faut savoir, est-ce qu'on est obligé de choisir entre la peste et le choléra? Est-ce qu'on croit à la devise de la vie? Ce n'est pas un problème économique. Quand on parle de la République, liberté, égalité, fraternité, quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui vit avec un boulot à 8 € par semaine? C'est vrai qu'il n'est pas au chômage, mais quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme en France ou en Allemagne qui vit avec 500 € par mois? On parle de fraternité, et j'aimerais dire parfois ceux qui nous disent c'est mieux que rien, mais j'aimerais dire Manuel, si c'était ton frère, ou Myriam, si c'était ton frère ou ta sœur qui était dans un boulot à 8 heures par semaine ou 15 heures par semaine, est-ce que tu dirais c'est mieux que rien? Non, si on croit au principe de fraternité, on dit bon, on est tous dans le... Il faut inventer un nouveau modèle, on ne peut pas se résigner, à avoir le choix entre le chômage total ou la précarité catastrophique. Derrière ces chiffres, si on est là ce soir, c'est que ce n'est pas de PIB qui nous intéresse. Je ne sais pas comment c'est à Rennes, mais à Paris, ça devient insupportable. Près du bureau de Nouvelle Donne, tous les soirs, on voit des gens qui sont dans des poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture. C'est juste totalement choquant de voir que dans un pays aussi riche, on a un tel niveau de pauvreté. Et je pense que si on est là ce soir, c'est qu'on refuse tout dans la diversité de nos engagements. Si on a accepté ce débat, c'est qu'on refuse ce niveau d'inégalité, ces petits boulots, ces chômages, et que ce qui nous guide, c'est qu'on ne renonce pas au droit au bonheur. C'est un des slogans de la CFDT, sans doute de la CGT, je ne vais pas vous opposer là-dessus, mais l'idée qu'on a le droit au bonheur, qu'on n'est pas... Le travail est très important, il doit être un lieu d'épanouissement, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Et donc malgré la crise, on doit... Moi j'ai mis la photo de mes fistons, ils jouent au foot au soleil avec les cousins, la vie est magnifique, dans le mariage. Bon. Mais voilà, si on veut faire bouger la société, c'est pour que tout le monde puisse vivre dignement, que tout le monde ait un boulot, un revenu, et que chacun et chacune puisse vivre pleinement ce qu'il y a d'unique dans sa vie avant d'être à la fin de la retraite, avant d'être impotent, comme disait Guillaume, c'est pas quand on aura 90 ou 100 ans qu'on pourra vivre vraiment. Alors, avant de reparler uniquement du temps de travail, parfois on nous dit qu'on est des utopistes, ceux qui parlent de justice sociale, ceux qui parlent d'un nouveau contrat social, est-ce que c'est bien sérieux quand c'est la crise? J'aimerais vous ramener à cette photo que je trouve magnifique, c'est la signature du traité du texte de Philadelphie, déclaration de Philadelphie. Ceux qui avaient connu la crise de 29 et la barbarie savaient que la justice sociale, ça n'était pas un luxe. On dit souvent dans les livres d'histoire que le premier acte de la reconstruction après la crise de 29, c'est Bretton Woods. Bretton Woods, c'est quand on prend 3 semaines pour travailler sur les questions monétaires et bancaires. Mais avant Bretton Woods, le premier acte de la reconstruction, c'est la déclaration de Philadelphie. Vous voyez Roosevelt ici et les autres chefs d'État qui signent un texte qui est magnifique, priorité à la justice sociale. Le travail n'est pas une marchandise. On croirait du José Bové, c'est du Roosevelt. Le travail humain, vu sa dignité fondamentale, vu le rôle fondamental pour me construire, pour construire le monde avec d'autres, et vu aussi le rôle du salaire, pour vivre dignement et puis pour faire marcher l'économie, le travail n'est pas une marchandise qu'on peut brader quand il y en a trop. Voilà. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 pensaient qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et les gens qui sont réunis autour de la table à Philadelphie, tous les chefs d'État, disent que ce n'est pas du pipeau. C'est pas si tous les hommes étaient des frères et des sœurs. Non, ils disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut faire respecter des règles sociales. Ce n'est pas de la bonne volonté. Dans chaque pays et dans le commerce mondial,
Ceux qui sont à l'échelle d'État disent qu'il faut arrêter avec la main invisible du marché. On nous a donné la crise de 29 et 40 millions de morts. Il faut partout des règles sur la durée du travail, sur le salaire minimum. Vous voyez. Donc on nous dit parfois qu'on est des utopistes et qu'il faut renoncer à ça à cause de la crise. En fait, non, on ne peut pas renoncer à la justice sociale. Il n'y aura pas de stabilité économique, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de la violence sans justice sociale. Et du point de vue bêtement économique, c'est nous qui avons raison. Ce n'est pas le chef de tout ça, mais quand on regarde la crise de la dette, c'est la dette totale aux États-Unis. On voit que tant qu'on tenait bon sur les règles sociales, tant qu'on tenait bon sur l'esprit de Philadelphie, ou en France, le Conseil national de la résistance, quand vous lisez le CNR, c'est la même philosophie, c'est des vraies règles. De la CGT et tous les syndicats étaient à se battre contre les nazis et à choisir des règles. D'un pays ruiné, on s'est dit on va mettre de l'argent pour la retraite des vieux. Ça paraissait utopique, mais on a construit la retraite des vieux et personne ne l'a mis en cause. Donc ça a marché pendant 30 ans. Vous voyez quand même que pendant 30 ans, il n'y avait pas besoin de dette, ni de dette privée, ni de dette publique. Donc non seulement humainement, on a raison de vouloir la justice sociale, mais même du point de vue bêtement économique, une société de consommation, elle a besoin de consommateurs. Et si tout le monde a un boulot et un revenu, ça marche beaucoup mieux que si on doit... Sinon, pourquoi est-ce que la dette augmente à partir de l'arrivée de Ronald Reagan? C'est parce que ce qu'on ne donne pas par le salaire, vous avez vu la courbe sur la part des salaires qui s'effondre, et bien on le donne par le prêt. On dit aux gens, mais ok, tu n'as pas eu d'augmentation, tu as un petit boulot, mais t'inquiète pas, on va te prêter l'argent, tu pourras quand même acheter une voiture, un appartement. Donc on est bien, n'ayons pas peur d'affirmer haut et fort nos valeurs. La justice sociale, ce n'est pas un luxe auquel il faut renoncer. La justice sociale, c'est le seul moyen de retrouver la stabilité économique, la paix dans nos pays et au niveau mondial. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Parce que pourquoi la question du temps de travail est fondamentale? Le jour où j'étais en Belgique pour un débat, il y avait la Ligue des familles, et quelqu'un qui disait, même s'il n'y avait pas du chômage, il faudrait reparler du temps de travail. Parce qu'il y a de plus en plus de burn-out familial. C'était une jeune femme qui disait, on a fait une enquête chez les papas et les enfants. Il me reste une minute 30. Ok, alors je vais accélérer. Donc je passe tant pis sur la Ligue de la famille, pourtant c'était passionnant. Donc est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Non mais vraiment. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans en Europe. Alors chaque fois qu'il y a un trimestre qui va mieux, on nous dit c'est génial, la croissance revient. Mais la Banque de France vient d'annoncer qu'on va retomber à 0,2 le trimestre prochain en France. C'est fatigant de voir qu'à chaque fois qu'il y a un trimestre positif, mais voilà le trend depuis 50 ans. Le Japon, moi quand j'étais étudiant à Sciences Po il y a 25 ans, on nous expliquait que le Japon allait nous écraser avec une croissance très forte. Le Japon n'a que 0,7 de croissance depuis 20 ans. 0,7%. Donc ils ont tout fait, ils n'ont pas le traité de Maastricht, ils ont mis des sommes considérables pour faire des plans de relance avec des aéroports inutiles, des grands projets, des autoroutes inutiles. Voilà. Et ben voilà, ils ont fait plein de plans de relance, ils ont fait une politique monétaire, on n'a pas le temps ce soir, des taux d'intérêt à 0%, une politique industrielle très ambitieuse qui est beaucoup mieux, mais même faisant tout pour relancer la croissance, le Japon n'a que 0,7 points de croissance en moyenne depuis 20 ans. Voilà. C'est le scénario le plus optimiste, une année ça va mieux, une année ça se plante, c'est le scénario le plus optimiste si on ne change pas de modèle pour l'Europe. Dernier point pour dire que la croissance n'est pas la solution, c'est même aux États-Unis, où la Banque centrale a mis 3 500 milliards pour relancer la croissance. C'est juste énorme. 3 500 milliards, plus l'augmentation de la démographie grâce à l'immigration. Donc les États-Unis ont un peu plus de croissance que nous. Mais est-ce qu'ils sont en situation de plein emploi? La réponse est non. Les chiffres du chômage sont bons. Officiellement, il n'y a que 5% de chômage. Mais tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils tombent dans les chômeurs découragés. Donc maintenant, tous ceux qui s'intéressent vraiment aux questions sociales disent que le bon indicateur, c'est le taux d'activité aux États-Unis. Le taux d'activité s'effondre. Vous voyez qu'il y a maintenant moins de 63% des adultes, moins de 63% des adultes. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'on a une bataille culturelle à mener. L'autre jour, j'étais en débat avec la patronne de l'expansion à la télé. Pendant une demi-heure, elle me disait quand même, monsieur Naruturou, aux États-Unis, ça marche pas si mal. Si on simplifiait le droit du travail, si on est comme les États-Unis, voilà. Il a suffi que je lui montre cette courbe. Son visage s'est figé. Elle m'a demandé d'où ça venait. C'est la Maison Blanche, c'est le bureau Flévon Statistique. Elle m'a dit, ok, tout ce qu'on fait, c'est des côtés sur une jambe de bois. Donc il y a vraiment des gens qui pensent de bonne foi que la croissance va revenir, que le modèle américain ça marche. Si je vous présente tout ça, c'est parce qu'on a une bataille à mener. Comment baisser le temps de travail? Le minimum, c'est... Conclure. 2 minutes, vraiment. Au minimum, baisser le temps de travail pour éviter les licenciements. La loi El Khomri veut faciliter les licenciements. C'est la pire des façons de réagir en période de crise. Au Canada, il y a un système qui fait que si une entreprise a 20% de chiffre d'affaires en moins, ça peut arriver, on a perdu un marché. Eh bien, au lieu de faciliter les licenciements, c'est l'entreprise qui négocie. C'est l'entreprise, ce n'est pas l'État qui décide. On n'a pas interdit les licenciements. Mais l'État et l'UNEDIC canadien disent on va tout faire pour vous aider à garder les gens. Au lieu de baisser les effectifs de moins 20%, on va garder tout le monde, on va baisser le temps de travail de moins 20%, on va baisser les salaires pour être compétitifs. Mais il y a en une semaine, c'est hyper simple, hyper efficace, hyper rapide. Il y a un chèque qui arrive de l'État et de l'UNEDIC qui compense et les gens gardent 95 ou 98% de leurs revenus. Voilà, ça marche très bien au Canada
Et ça a été porté en Allemagne. Il ne faut pas confondre en Allemagne les lois Hartz, précarité en 2004. Et puis en 2009, les syndicats se réveillent et demandent à Angela Merkel de tout faire pour éviter les licenciements. Et le système canadien a été importé en 2009 en Allemagne. Et il y a eu 1 500 000 salariés allemands, 1 500 000, qui ont baissé, au lieu d'être licenciés en 2009-2010, les 1 500 000 ont gardé leur boulot, ont baissé de 31% le temps de travail, et Angela Merkel a accepté de mettre des milliards, travailler moins pour licencier moins. Et le gouvernement et les partenaires sociaux ont dit on maintient 98% du revenu. Donc c'est bizarre que je vous propose maintenant de rentrer dans le débat finalement. Parce ok. que ça va être le plus simple. Je m'arrête. Voilà. Des chiffres qui ont été présentés et je suppose qu'Hervé Lejeune ne va pas être nécessairement d'accord avec. Et je vous passe la parole tout de suite pour une première intervention peut-être, ou une première réaction sur ce qui vient d'être dit. Et Guillaume Duval ensuite a un souhait. Non, je pense qu'il faut vraiment débattre, c'est sympa. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. La loi El Khomri, enfin, c'est pas le sujet, parce qu'après, on va se faire envahir. Mais sur le truc de la loi El Khomri, elle n'est pas là pour licencier. Le problème, c'est pas de savoir si on peut licencier. La question, c'est de savoir si on peut embaucher. Et pour embaucher, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans l'avenir. Il faut savoir un peu globalement où on va aller. Pas des règles fiscales qui changent tous les quarts d'heure, avec un nombre de ministres qui veulent laisser dans l'empreinte de tout jamais. Et une entreprise, aujourd'hui, elle a besoin de savoir où ça va. Dans les 5 ans qui viennent, on doit être capable de se dire, voilà, ma fiscalité, c'est ça, mes charges, c'est ça. Et déjà, on avancera. Ensuite, pour embaucher, c'est pareil. Vous comprenez quelque chose, vous, dans les bulletins de salaire? Ni les salariés, ni les employeurs, aujourd'hui, ne comprennent rien. Vous avez un code du travail, aujourd'hui, la grande mode, c'est de monter des pages, en fait, à chaque fois, pour le nom du ministre encore qui vient de passer. C'est insupportable. Plus personne ne comprend rien aujourd'hui au droit du travail. On fait le bonheur des avocats, mais personne aujourd'hui ne comprend rien. Voilà. C'est juste ça. Quant au comparatif du PIB par rapport au salaire, attendez, là aussi, sortons un peu de... Je suis désolé, mais ceux qui vous disent que vous êtes utopique ne vont pas faire forcément tort. Le monde du travail et la réalité, c'est pas tout à fait ça. Et on vit vraiment, j'insiste, dans une économie qui est mondiale. On ne l'a pas choisi, on va la subir tous. Donc voilà, on peut rêver, avoir une ligne Maginot, très bien, super, ça ne marchera pas. Je suis désolé d'être aussi négatif, mais on vit dans un monde mondial. Vous avez tous un iPhone qui a été fait en Chine, vous avez tous un t-shirt qui a été fait je ne sais où. Eh bien, regardez d'où ça vient. Peut-être pas vous, mais la majorité, regardez les chiffres de consommation. C'est juste ça. Voilà. Mais je préfère moi des questions et j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Oui, je voudrais dire d'abord que je suis d'accord avec ce que vient de dire Hervé Lejeune. Sur le partage de la valeur ajoutée, il y a beaucoup de bêtises qui se disent. C'est-à-dire que c'est vrai que la part des salaires a beaucoup baissé depuis les années 70, mais enfin dans les années 70, c'était quand même aussi un signe de crise que la part des salaires commence à atteindre 80% de la valeur ajoutée ou des choses comme ça. Hein. Si vous dites ce qui s'est passé, c'est que c'est comme d'habitude, Giscard et Chirac avaient laissé filer les salaires et fait chuter les profits. Il a fallu que ce soit les socialistes qui rétablissent les profits derrière. Il est en train de se passer à nouveau la même chose. C'est l'histoire classique de gens qui jouent à contre-emploi, mais c'est comme ça que ça marche dans la politique. Mais d'autre part, sur les profits, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, les marges sont plus faibles qu'ailleurs, et c'est vrai que sur les derniers temps, la part des profits s'était plutôt réduite dans les entreprises. Simplement, moi, je voulais revenir sur un point sur lequel je n'étais pas d'accord du tout avec lui. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de recette miracle pour financer de la réduction du temps de travail qui serait douloureux pour personne, parce qu'il suffirait de taper dans les profits, etc. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas sur ce sujet-là. Et c'est pour ça aussi. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui est difficile. Ceci dit, ce qui s'est passé avec les 35 heures, il s'est passé un truc très simple, c'est qu'on n'a pas bouffé les profits. Hein. La part des salaires dans la valeur ajoutée, elle n'a pas bougé d'un poil. On a réussi à faire avec les 35 heures un truc extraordinaire que tous les gouvernements disent qu'ils veulent faire mais qu'ils n'y arrivent jamais, c'est de transformer les cotisations sociales en des salaires nets. Donc on a effectivement baissé les cotisations des entreprises pour faire que la part de la valeur ajoutée, des salaires dans la valeur ajoutée ne bouge pas. Et en contrepartie, on a réussi à faire que ce fric soit distribué à des gens en salaire net. Alors c'est vrai que ça a été distribué à des gens en plus
et que les gens qui avaient déjà un emploi, eux, ont vu leur salaire net stagner et qui ne sont pas contents pour ça, mais il y a eu quand même les 2 millions en plus. Alors j'ai jamais dit que c'était 2 millions qui étaient liés uniquement aux 35 heures. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce qu'on nous avait dit, c'est que les 35 heures c'était gentil, vous allez créer des emplois, mais enfin vous allez tellement casser la confiance, tellement casser la croissance qu'au bout du compte, il y aura moins d'emplois. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était exactement l'inverse. C'est que du fait de la confiance qui revenait grâce aux 35 heures, parce que le chômage baissait, et il y a eu plus d'activité et plus de création d'emplois en France qu'ailleurs. C'est tout ce que j'ai dit là-dessus. Mais sinon, c'est sur l'autre chose. Est-ce que c'est un problème d'avoir une durée du travail légale qui est plus faible que les autres? Non. Les salariés français, ils travaillent 35 heures par semaine, en moyenne. C'est exactement la moyenne de la zone euro. C'est un peu plus que la moyenne du Royaume-Uni, c'est un peu plus que la moyenne de l'Allemagne, c'est beaucoup plus que la moyenne du Danemark, de la Suède, c'est beaucoup, beaucoup plus que la moyenne des Pays-Bas, où on travaille 30 heures par semaine en moyenne. La plupart tous les pays qu'on nous donne en exemple comme modèle, jusque-là, ils travaillent moins que nous, en fait. Il y a des gens qui travaillent plus longtemps que nous, c'est vrai. C'est la Roumanie, c'est la Grèce, c'est la Turquie, c'est tous les pays les plus pauvres et les moins développés en Europe. Alors on peut vouloir se rapprocher de ces gens-là plutôt que des autres, mais je ne suis pas sûr que ce soit la voie ni du progrès social, ni du progrès économique. La seule spécificité française, c'est qu'on a moins de temps partiel et des temps partiels plus longs que les autres. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la moyenne, c'est une moyenne tout salarié confondu. Hein. Et la seule spécificité française avec les 35 heures, tout le monde a réduit le temps de travail depuis 30 ans. La seule spécificité française sur les 35 heures, c'est qu'on a réduit le temps de travail des hommes et des femmes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, un salarié homme français, il travaille 1 heure de moins qu'un salarié homme allemand. Ce n'était pas le cas au début des années 90, c'était à peu près pareil. Et ça veut dire aussi qu'une salariée femme française, elle travaille 3 heures de plus qu'une salariée femme allemande. Et au début des années 90, c'était pas vrai parce que c'était pareil aussi. Hein. Donc les autres ont réduit le temps de travail en réduisant le temps de travail des femmes. Pas des femmes qui étaient déjà dans l'emploi, mais en favorisant l'entrée des femmes sur le marché du travail, notamment en Allemagne, où c'était des pays où elles ne travaillaient pas jusque-là, à travers des temps partiels, très partiels. Nous, on a fait un choix social différent, parce que les femmes ne voulaient pas de ce choix social-là, et je pense qu'elles ont raison. Est-ce que c'est un inconvénient sur le plan économique? Je ne crois pas non plus. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de temps partiel, le temps partiel, ce n'est pas du tout productif. Pour les raisons que disait Hervé Lejeune, c'est-à-dire que quand on arrive au boulot, on boit un café, on discute avec les collègues de ce qui s'est passé la veille au soir, etc. Si vous faites ça, si vous perdez un quart d'heure sur une demi-journée, c'est beaucoup plus que si vous perdez un quart d'heure sur une journée. Et puis faire une fiche de paye pour quelqu'un qui bosse à mi-temps, c'est beaucoup aussi coûteux pour une boîte que pour quelqu'un qui bosse à plein temps. Donc le fait d'avoir moins de temps partiel que les autres et d'avoir réduit le temps de travail des hommes et des femmes, je pense que c'est non seulement un choix qui est justifié sur le plan social, mais qui est aussi bon sur le plan économique. Hein. Le temps de travail des hommes et des femmes, il y a 5 heures en moyenne d'écart en France, il y en a 10 en Allemagne. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Si on revient sur le temps de travail, justement, quelles sont les modalités qui nous permettraient de créer de l'emploi? Parce que l'objectif, c'est quand même bien la création d'emplois. Aujourd'hui, c'est ça qu'attend la population. Donc comment créer de l'emploi? Moi, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est que je crois objectivement qu'il faut s'adapter en fait au cas par cas. C'est-à-dire que ce qui est vrai dans une entreprise lambda qui a dans tel marché n'a pas la même problématique que l'entreprise d'à côté qui a peut-être autant de salariés ou moins. Il faut qu'on s'adapte en fait au cas par cas. Ça a été dit par Véronique Lefaucheur tout à l'heure. Je crois vraiment aujourd'hui au débat en fait sur le temps de travail entreprise par entreprise et certainement pas en fait décidé au niveau national. Chaque marché est différent, chaque problématique est différente. Il faut que l'ensemble des collaborateurs en fait et des salariés avec la direction soient en capacité de travailler. Et je pense que là on aura peut-être plus de capacité à recruter et en fait pallier ces difficultés qu'est le chômage aujourd'hui. Je sais pas, Loïc Morel ou Véronique Lefaucheur.
Je mettrai de grosses réserves. Parce que là aussi, on va générer effectivement des situations de marché, on va générer le dumping. Quel intérêt dans une entreprise de baisser le temps de travail, de faire du progrès, si à côté, dans le même marché, on reste au même niveau. Donc il faut comme un socle de droit partagé et commun. Après, la négociation d'entreprise peut permettre d'aller plus loin, mais il faut un socle de droit, et je crois que le sens de la loi, il est comme celui-là. Il permet d'avoir un socle de droit partagé qui évite ces situations-là. Oui, peut-être pour préciser, effectivement, dire que la négociation d'entreprise, c'est là que ça va se passer. Je rejoins ce qui vient d'être dit par M. Morel sur le fait qu'il y a bien un socle commun et qu'aujourd'hui, le temps légal du travail, c'est 35 heures. Qu'après, on l'aménage, qu'on le répartisse autrement. On a une entreprise qui travaillait en laiterie, qui organisait son temps et annualisé, parce que, apparemment, les vaches, elles ont moins de lait à certaines périodes. C'est aussi bête que ça. Donc soit les gens travaillaient moins, on les mettait au chômage partiel, puis on embauchait des intérimaires ou des personnes en complément des CDD sur la période, soit on organisait le travail autrement. Après, il y a des limites à ces systèmes-là, c'est que le dialogue social doit être équilibré pour le faire et qu'on ne soit pas dans une situation qui s'impose. Donc c'est notre responsabilité, nous, organisations syndicales, de former nos militants d'entreprise à la négociation. Et aux employeurs d'être aussi dans cette logique-là. Là, c'est pas trop non plus. Dans nos responsabilités. Moi, j'aurais voulu revenir rapidement sur les histoires de compétitivité. Effectivement, qu'est-ce qui peut créer du travail? On a constaté, notamment dans l'agro, qu'on était allé au bout d'un système, que des entreprises faisaient concurrence de la même branche et ne s'étaient pas organisées ensemble pour créer de la valeur ajoutée et innover. Et un des éléments de l'innovation, c'est bien de mettre les salariés dans la boucle et de les former et de construire avec eux l'innovation. Et nous, on considère mais clairement que la montée en compétence des salariés et la participation des salariés à l'analyse de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est de la valeur ajoutée et ça rend plus compétitives les entreprises. Et c'est un mot dont on n'a pas peur parce que les salariés sont fiers de leur boîte quand ils ont participé, qu'ils en ont compris le sens de leur travail, effectivement. Franck Pichot. Oui, juste un petit mot, je réagis aussi à ce qui est dit. Je reviens sur quelques mots qui ont été dit notamment par M. Morel sur le socle de valeur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'interroge profondément, c'est qu'on a ajouté des lois, des textes qui sont très complexes et qui sont des fois très difficiles à comprendre, notamment dans les petites entreprises. Sauf que moi, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise avec 18 salariés, donc c'est compliqué puisque je suis élu par ailleurs, donc mon mandat prend beaucoup de temps, donc je délègue beaucoup, donc j'ai forcément besoin de collaborateurs, je dirais, qui soient efficaces, qui soient motivés, donc je fais le pari, évidemment, quotidiennement, d'avoir des gens qui soient pleinement engagés dans leur travail. C'est pourquoi j'ai toujours été assez militant sur le fait que le bien-être au travail soit une condition sine qua non. La question du temps de travail a été posée un temps, pour poser justement on a essayé même les 32 heures. On n'y est pas parvenu complètement pour des questions économiques. Pour autant, on a développé à défaut, je dirais, la formation pour que chacun des salariés puisse vraiment se former concrètement. Et moi, je reviens sur le niveau macro, c'est des fois plus compliqué d'ailleurs, parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup au local, à ce qu'on fait sur les territoires, à ce qui effectivement peut être produit. Je trouve qu'au niveau macro, on oublie trop souvent les petites structures, là où il y a des potentialités, là où il y a de l'innovation, et là où justement on peut créer de l'emploi aussi. On fait des lois, on fait des textes, souvent pour les grands groupes. C'est assez déplorable, mais c'est assez compliqué parce que dans mon entreprise aujourd'hui, la loi travail, c'est compliqué d'en parler. Moi-même, en tant qu'élu PS, j'ai une position compliquée parce qu'il y a des choses qui me vont, d'autres qui ne me vont pas du tout. Donc aujourd'hui, clairement, je n'ai pas d'avis parce que j'estime que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger cette loi. Je ne suis pas parlementaire, et fort heureusement sans doute, mais je trouve ça compliqué, c'est que justement, on nous dit dans notre société, nul n'est censé ignorer la loi. Si je reprends ce vieil adage, quand il y a 30 lois, ça va. Mais quand vous avez 3000 lois, qui peut les connaître toutes? Je crois qu'aujourd'hui, on aurait mieux fait, et on ferait mieux dans notre société, d'enlever des lois et de simplifier les choses, plutôt que d'en rajouter tous les 4 matins. Oui, alors, très rapide, puisqu'on va passer la main à la salle ensuite. Comment créer des emplois? Il n'y a pas de baguette magique. Est-ce qu'on a une vraie politique du logement? On est le seul pays d'Europe où il y a une telle pénurie de logements et où les loyers sont aussi chers.
Si on avait la même politique qu'aux Pays-Bas, on ferait tous en moyenne 250 € d'économie sur les loyers. 250 € d'économie tous les mois sur les loyers. Voilà, donc c'est pas le sujet ce soir, mais une vraie politique du logement. Et Nouvelle Donne montre comment c'est possible. Aux Pays-Bas, le fonds de réserve des retraites, au lieu de le mettre sur les marchés financiers, on l'a mis pour construire des logements. C'est des coopératives gérées par les partenaires sociaux qui ont créé des logements. Ici, il faut du logement étudiant, ici du logement pour les seniors, ici du logement social, ici du logement intermédiaire. Mais au total, ils ont construit 1 million de logements. Évidemment, ça donne du boulot à beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'on a ou pas une vraie politique du logement? On est le seul pays d'Europe où il y a une telle pénurie. Est-ce qu'on prend au sérieux la question du climat? La France, la Paris a les pieds dans l'eau. Il y a un mois, on a évacué 100 000 personnes au Canada à cause des incendies. Est-ce qu'on prend au sérieux un plan Marshall pour le climat? Et une question fondamentale, la Banque Centrale Européenne va créer 1000 milliards et Mario Draghi pense les donner aux marchés financiers en espérant que les marchés financiers vont être gentils et vont relancer l'économie réelle. Ça ne marche pas. Donc avec les syndicats européens, avec des partenaires de droite et de gauche au niveau européen, on est en train de préparer une coalition pour dire que les 1000 milliards de la Banque Centrale, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, il faut un plan Marshall pour sauver le climat. Et pendant 20 ans, pour pouvoir organiser les filières, on ne fait pas du one-shot comme pour le photovoltaïque. Pendant 20 ans, chaque pays aurait un droit de tirage de 2% du PIB pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. La France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro, puisque la Banque centrale a cassé un tabou, qu'il y a cet argent qui est disponible. Au lieu de donner aux spéculateurs, on le met et ça peut créer 6 millions d'emplois en Europe. Ça peut sauver le climat et créer 6 millions d'emplois. Donc voilà. Après ça, il faut aussi quand même parler du temps de travail. Désolé, c'est le sujet de ce soir. Ça n'est pas correct politiquement, ça n'est pas. Mais nous pensons qu'il faut relancer massivement le débat. On sort aujourd'hui un livre avec Dominique Méda là-dessus pour essayer d'argumenter. Les Nouvelles Donnes et d'autres pensent qu'il faut avoir le courage de faire le bilan sereinement des 35 heures, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et de reparler du temps de travail. Entre la loi imposée par quelques-uns et puis le fait de ne rien faire, peut-être qu'on peut trouver un équilibre. Et c'est faux de dire qu'il n'y a qu'en France qu'on en parle. En Espagne, c'est le patron de la commission du budget à Madrid qui dit qu'il faut passer à 4 jours 32 heures. En Belgique, c'est le ministre de l'économie, qui est un homme du centre droit, Didier Gosselin, ministre de l'économie à Bruxelles, qui dit « Je veux expérimenter les 4 jours. Je ne veux pas d'un mouvement général, mais je veux. » Et la FGTB, vos collègues de la FGTB, demandent un mouvement dans toutes les branches pour négocier, quand c'est possible, les 4 jours. Et alors, il n'y a pas de modèle unique. Nous, on parle des 4 jours à la carte. Tant mieux si quelqu'un veut avoir 6 mois de vacances tous les 4 ans. Mais il y a beaucoup d'entreprises aussi où c'est compliqué. Moi, j'ai un de mes amis qui était le meilleur commercial de son entreprise. Il a eu 2 années le prix du meilleur commercial. Et puis, il a voulu prendre une année sabbatique. On a tout fait pour qu'il ne le fasse pas. Et puis, au bout d'un moment, on a été obligé de lui donner son année sabbatique pour pouvoir se former. Donc, on lui a dit, bah, écoute, vas-y, va te former pendant 1 an. Quand il est revenu, son poste était pris par quelqu'un d'autre. Et ça s'est fini au prud'homme. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul modèle, mais je dis que aussi bien si on veut vraiment créer des emplois, si on veut pouvoir avoir une vie, avoir du temps pour soi, pour la vie associative, pour sa vie familiale, pour la vie politique, ça va avec le non-cumul des mandats, on pense quand même que pour beaucoup de salariés, ça peut être au niveau de la semaine. Mais ce n'est pas nous de le décider, ce sera négocié en fonction des attentes des salariés et des entreprises. Donc une réduction forte du temps de travail. Si on veut créer des emplois, il faut qu'elle soit massive. Si on baisse juste de 2 heures le temps de travail, ça ne va pas créer des emplois. On va justement demander à la salle s'ils ont des questions à poser. J'expliquerai plus tard comment on le finance. Alors, à bientôt. Donc, n'hésitez pas à lever le bras, des réponses, des questions courtes, et si vous souhaitez une réponse précise d'un intervenant, vous adressez la parole directement. Bonsoir, merci pour ce débat. Vous parlez beaucoup du temps partiel, j'entends pas parler du temps partagé. Pourtant, le temps partagé est une façon de créer de l'emploi. J'ai encore un acheteur qui m'a dit l'autre jour, un acheteur c'est pour 120 salariés, vous dites qu'il y a beaucoup de TPE, PME sur le bassin, ce qui est vrai. Si je partage le temps entre 2 entreprises, 2 petites entreprises, je peux créer un emploi. Donc je crois que le temps partagé est une façon de créer de l'emploi. Il y a déjà des agences intérim qui se mettent dans ce créneau-là, notamment Actual, qui va sur ce créneau, et je pense qu'ils ont raison. Je crois que c'est une source aujourd'hui de création d'emplois. Et je ne crois pas dans les chiffres, quand on parle de temps partiel, si j'ai 2 temps partiels, parce que je suis conducteur de car quelque part et que je fais un autre travail à côté, est-ce qu'on me compte 2 temps partiels? Est-ce que c'est pas un temps partiel finalement que je choisis avec du temps partagé? Merci pour cette question. Quelqu'un veut réagir? Allez-y. Rapidement, pour illustrer en tout cas le temps partagé, c'est dans le projet que nous menons sur Cumulé 50 ans, c'est forcément dans ce cadre-là que nous le constitue. Je n'ai pas détaillé peut-être juste les types d'emplois, mais c'est très très vaste dans ce qu'on va pouvoir expérimenter sur Cumulé 50 ans. Et c'est vrai que ça s'appuie aussi sur ces emplois qui ne sont pas créés aujourd'hui parce que pour l'entrepreneur local, qui a 1 ou 2, 3 salariés, créer un emploi de plus c'est compliqué, c'est pas utile, il a besoin de 10 heures de plus par semaine. Nous, on va faire cette interface pour vraiment créer ces conditions-là.
Dans cet exemple-là, en tout cas, nous, on va le faire. Je partage ce que vous dites par rapport au temps partagé, c'est une vraie solution. Il y a des groupes d'employeurs qui sont sur ce territoire qui marchent très bien. Et il faut qu'on les développe encore plus et qu'on les encadre. Et puis aussi, il faut que les législateurs entendent certains messages. Vous citiez le chauffeur de car. Voilà des postes où un grand nombre de femmes en fait, faisaient le ramassage scolaire. Et les textes empêchaient que, par exemple, une secrétaire de mairie, dont la mairie n'a pas la capacité de pouvoir embaucher en fait, la personne à temps plein, cette personne-là ne pouvait pas être chauffeur de car pour la commune dans laquelle elle était, elle ne pouvait pas faire un emploi supplémentaire. Le texte de loi a changé il n'y a pas très longtemps. Ça fait 20 ans que c'est dur et ça fait 20 ans qu'on aurait pu trouver une solution. Voilà des choses concrètes. Je suis persuadé que les législateurs et l'ensemble des partenaires doivent entendre ce genre de choses. On peut faire des lois parfois qui sont intelligentes, celle-là en fait partie. Dans le temps partiel, il y a des impossibilités pour que les gens puissent avoir un temps plein. Eh bien, levons ces obstacles, notamment pour les chauffeurs de car. Vous pouvez être pizzaiolo et chauffeur de car, vous pouvez être secrétaire de mairie et chauffeur de car. Voilà un travail intelligent, ça permet à quelqu'un d'avoir un temps plein. C'est récent, c'était il y a 2-3 ans. Avant, c'était impossible de le faire. Donc le temps partagé, vous avez raison. Oui, bonjour, merci pour ce débat. Jean Castel, donc je milite en CFDT et administrateur à Corrèze-Bretagne. J'ai une question, monsieur Le Châne, parce que donc, vous m'avez intéressé, puisque vous avez parlé effectivement de la primauté de la formation. Alors, moi, en fait, mon action on déroule sur l'insertion par l'activité économique. Nous accompagnons des personnes que nous préparons, effectivement, pour être en capacité de prendre des postes qui seraient disponibles dans les différents secteurs. Je viens de le voir, les résultats de Prisme, syndicat employeur d'intérim tombés, et on voit effectivement, c'est très clair, les possibilités qui actuellement s'ouvrent et qui sont possibles à saisir. Pour les saisir, il faut évidemment remplir plusieurs conditions. Une première condition, c'est effectivement cette préparation. Et cette préparation, donc, que nous faisons, hein, on est accompagné par les dispositifs d'État pour le faire. Il faut effectivement, de l'autre côté, qu'on ait suffisamment d'entente avec le secteur professionnel pour que lui-même se mette en situation d'accueillir et soit actif dans cette idée d'accompagnement des secteurs professionnels. Or, actuellement, on a beaucoup de mal à avoir cette négociation avec les branches. On a cherché à avoir avec le bâtiment, donc on a eu du bon répondant, mais c'est pas toujours évident dans le bâtiment d'arriver à faire des préparations suffisantes pour que les gens intègrent le secteur, et on voudrait l'étendre à d'autres secteurs. Et donc c'est pour ça, vous entendant, je fais appel. Surtout que il y a un tout petit truc qui m'a un peu fait bondir, c'est quand vous avez dit que la mobilité, que les gens ne voulaient pas être mobiles. Et moi je peux en témoigner qu'au contraire, énormément de personnes souhaitent au contraire et sont prêts à être mobiles. Une réponse courte à cette question très longue, merci. Si je vous ai fait bondir, c'est bien, ça engage le débat. Je serai celui qui vous facilitera les choses par rapport, en tous les cas, je ferai tout pour que la FFB, donc Fédération du bâtiment ou les autres branches, en fait, puissent s'investir dans les dispositifs qui sont membres, évidemment, de l'UE35. Et je trouve ça tout à fait normal. L'insertion, j'y crois, je crois au tutorat. En fait, il faut absolument que, lorsque vous arrivez dans une PME, en fait, quelqu'un qui veut découvrir un métier, il soit en capacité d'avoir quelqu'un qui l'encadre et qui ne lui dise pas, tiens, la photocopie c'est là, tu regardes et puis tu la fous. Voilà. Ça, c'est un point important. Il y a ceux qui sont les salariés, qui sont dans l'entreprise et qui veulent en fait découvrir la formation, en fait, de se dire, tiens, moi j'ai envie de faire tel job, mais avant de m'engager dans la formation, j'ai envie d'être sûr en fait, que c'est vraiment ce que je peux faire. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il faut des conditions qui sont telles qu'en général, ça décourage le plus volontaire d'entre eux. Il faut qu'on développe ce qu'on appelle le CIFO. C'est le congé individuel de formation d'orientation. C'est impossible aujourd'hui. Ça fait partie des choses et des levées législatives qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on le fasse sur ce territoire. Et puis, il y a tout simplement en fait, la formation en général. Il faut qu'on soit les uns et les autres force de lance dans cette histoire. Je suis persuadé qu'on peut le faire. Et puis, s'il y a de la résistance ici ou là, ben, la bonne volonté fera qu'on arrivera à trouver un chemin. Merci. Bon, ma question s'adresse à Pierre Larouturou. En fait, j'avais adhéré à Nouvelle Donne et j'ai été très déçue de constater que Nouvelle Donne s'emparait de la revendication du revenu minimum de base ou inconditionnel. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, c'est pas le sujet de ce soir.